Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui. On vous voit. On sait que vous aimez ce qu'on fait, que vous vous abonnez, puis on vous remercie énormément pour ça. Continuez à le faire, ça nous encourage. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Et si, comme moi, vous préférez les versions audio, on est sur Spotify, Apple Podcast et sur Amazon. Je ne sais pas si je peux dire ce mot-là aujourd'hui avec, avec l'invité qu'on a, mais on est sur Amazon aussi. Donc, si ça vous tente, allez nous trouver là-bas. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. Écoute, on a survécu deux tempêtes énormes. Et surtout, ce que j'ai survécu plus que la tempête, c'est les 3 tempêtes que j'avais à la maison, mes enfants, que j'ai eu à la fois, je pense, jeudi dernier ou vendredi dernier, mais aussi lundi, mardi. Je sais que c'est pareil pour toi, mais les tempêtes, c'est pas juste à l'extérieur et à la maison, c'est aussi en politique. On en vit une à Ottawa, mais on en vit une plus globalement avec nos partenaires américains. On est quand même chanceux, Salim, parce que depuis, entre guillemets, la crise là, à Ottawa, on a quand même eu la chance d'avoir plusieurs députés et ministres du gouvernement Trudeau qui sont venus nous dire un peu leur version des faits, un peu la façon que eux autres ils ont vu les choses évoluer. Et ben, aujourd'hui, on a encore de la chance. On est très privilégiés, en fait, de recevoir un ministre, effectivement, du gouvernement fédéral, M. Stephen McKinnon. Bonjour. Bonjour, Salim. Bonjour, Georges. Alors, juste pour nos auditeurs, alors bien sûr, vous êtes avant tout député de Gatineau. D'abord et avant tout. Depuis 2015. Vous avez été un militant de longue date aussi auparavant. Vous avez aussi une belle carrière au niveau corporatif auparavant. Et aujourd'hui, vous êtes ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail. Voilà. Voilà. Et leader du gouvernement à la Chambre des communes. C'est vrai. Pour la deuxième fois d'ailleurs, parce que vous les aviez fait un intérim déjà. Tout à fait. Donc, je porte 2 chapeaux, mais surtout celui de l'emploi. C'est ce qui me passionne. Surtout celui, évidemment, on va dire la vérité, le titre de leader en Chambre. Il n'est pas trop pas trop actif ces jours-ci, mais vous seriez surpris, il y a quand même des fonctions officielles associées à ce poste-là qu'on doit signer plein de choses à tous les jours. Ben effectivement, mais alors écoutez, on va déjà commencer à parler un petit peu de vous parce que là, bon, vous avez occupé diverses responsabilités parlementaires, on ne va pas toutes les énumérer, mais depuis donc l'été dernier, vous faites partie du conseil privé. Et vous avez commencé d'abord comme ministre du Travail et des Aînés, mais vous êtes arrivé dans le feu de l'action. Hein? Ça a commencé très vite pour vous. Commencé très sec. D'ailleurs, je suis membre du conseil privé depuis 2021, lorsque j'ai accédé au poste de whip en chef du gouvernement. Mais effectivement, au mois de juillet dernier, on est arrivé et on avait, qui se pointait à l'horizon, plusieurs conflits de travail important, voire même existentiel pour notre économie. D'abord les chemins de fer, ensuite les ports et Post Canada. Donc, on les a traités un par un et on a, je pense, dû amener des solutions inusitées, peut-être pas durables dans la mesure où cette possibilité-là, je ne veux pas laisser planer la possibilité qu'on peut faire un usage à répétition de cette fameuse clause 107. Pouvez-vous donc expliquer cette clause 107? La clause 107 permet au ministre, en réalité, d'ordonner au CCRI toutes sortes de choses. Demander au CCRI d'enquêter sur un conflit ou sur une situation quelconque, mais dans ces cas-ci, ce fut pour demander au CCRI d'ordonner l'arbitrage exécutoire et de faire reprendre les activités des chemins de fer, des ports. Dans le cas de Post Canada, on a ordonné aussi une enquête qui est en cours, qui est menée par un éminent médiateur et qu'on espère évidemment permettra aux 2 parties de conclure une entente. Alors, on ne fera pas nécessairement un long bout de l'épisode aujourd'hui là-dessus, mais pouvez-vous un peu expliquer la raison pour laquelle il n'était pas préférable de procéder avec une loi qui aurait permis
désigner que ce soit les chemins de fer ou les ports ou Post Canada comme un service essentiel. D'une part, ça c'est la première partie de ma question. Puis la deuxième partie, c'est Post Canada... je veux dire, à un moment donné, une grève, ça va tuer Post Canada. Là. Tout à fait. La première question, dans le cas des chemins de fer, la Chambre ne siégeait pas. Okay. Et on cherchait une solution assez rapide parce que ça coûtait des milliards de dollars. Et ça coûtait des milliers de jobs aussi. Là. On oublie ça. Mais les syndicats, j'avais des chefs syndicaux qui m'appelaient pour me dire hey, en dedans d'une semaine, notre usine ferme. Faute d'inventaire, faute de matériaux bruts, des villes ou des villages entiers en Colombie-Britannique, des villages miniers qui fermaient. Moi, j'ai un moulin chez moi de papier journal. Ils ont pour 3 jours d'entreposage. Si le papier journal n'est pas sur le train en dedans de 3 jours, ils doivent arrêter la machine. Fermer une machine de papier, aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire. Donc, les répercussions étaient sérieuses pour les travailleurs, d'abord au Canada. Donc, on se devait d'agir. Pour Post Canada, il est clair, ils sont équipés pour 5 milliards de morceaux de courrier par année. Là, ils en expédient 2 milliards. La réduction a été forte, tout le monde le sait, tout le monde fait la même blague, là, on reçoit des encarts de pizza, mais très peu de lettres. Ils se doivent de faire la transition vers les colis, de bâtir une capacité pour les colis, de bâtir une capacité 7 jours semaine pour les colis, pour être compétitif. Et c'est là que le bas blesse. C'est difficile pour le syndicat et Post Canada de s'arrimer sur la voie à suivre. C'est ça, donc je ne veux pas traîner longtemps là-dessus non plus, mais il y a aussi des changements ils sont inévitables. Il y a la technologie qui avance, puis c'est sûr qu'on a des sociétés d'État au Canada qui travaillent d'une certaine manière, qui jouissent un peu de différentes lois, les protégeant depuis des décennies maintenant. Et sur Post Canada aussi, on suivait les développements, puis on se demandait pas mal tous, est-ce qu'il y a quand même une utilité cette société d'État-là? On comprend que maintenant, il y a plein de compagnies, on veut envoyer un colis à nulle part ou partout dans le monde, ça se fait facilement. Il y a presque plus personne qui envoie des lettres. Et même si tu envoies une lettre, tu peux l'envoyer par n'importe quel autre service. Excusez. Donc, on se pose la question, le Post Canada, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que les fonds pourraient peut-être être redistribués ailleurs? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça existe sans un pays, sans un service postal? Et c'est des questions quand même importantes. Bien, Post Canada, c'est un exploit en soi. Ça va, tout ce que vous avez dit, si vous habitez Montréal ou Toronto ou une banlieue. Mais ce que Post Canada nous offre, c'est une présence dans chacune des communautés, voire même les communautés les plus éloignées du Canada. Un service quotidien. Et comme pays, à un moment donné, il faut décider si on va desservir tout son monde. Et on peut dire, bon, il n'y a pas grand monde dans le Grand Nord du Québec. Oui, mais ces gens-là peuvent maintenir un barrage. Donc, ils ont le droit au même service. Post Canada nous offre, et même les Intelcom de ce monde vont vous dire, le dernier kilomètre que Post Canada est capable de faire, c'est un service dont on ne peut se passer. Et jusqu'à tout récemment, Post Canada faisait de l'argent. Le gouvernement du Canada n'exige pas à ce qu'il y ait un dividende. Les Canadiens ont investi en Post Canada, ont mis leur argent pour bâtir cette corporation-là. On ne demande même pas un retour sur l'investissement. Mais toujours faut-il ne pas avoir à subventionner Post Canada. Et c'est là que, encore une fois, pour créer quelque chose de durable, Post Canada doit faire un pivot
avec l'aval de ses employés, c'est clair, mais arriver à une entente, c'est avéré très, très, très difficile. Mm-hmm. Ouais. Alors, parce que on a beaucoup de choses à discuter avec vous, parce qu'il y a aussi un aspect emploi que j'aimerais discuter, mais aussi on va vouloir vous parler de l'actualité à Ottawa, avec les États-Unis aussi, la course à la direction du PLC. Mais je m'en voudrais de ne pas parler avec vous rapidement de Amazon. Amazon est une entreprise importante que beaucoup de Québécois et de Canadiens utilisent, ont adopté dans leur quotidien, dans leur façon de faire. Et Amazon a décidé de fermer 7 de ses entrepôts ici au Québec. Et j'ai eu l'occasion de le dire, je pense, à ce podcast-là, ou peut-être à la télé, je ne me souviens plus, mais en tout cas, j'avais dit, Amazon n'a pas quitté le Canada. Amazon a quitté le Québec. Et même si Amazon ne le reconnaîtra jamais, notamment pour des questions juridiques, tout porte à croire que c'est une question de syndicalisation. Donc, le Code du travail du Québec, on s'entend, on parle du Code provincial, mais visiblement, le Code du travail du Québec fait en sorte que, disons qu'ils considèrent qu'ils sont plus à risque depuis, en plus, la syndicalisation de leur entrepôt à Laval. Alors, ma question, puis là, je ne vous ferai pas parler du Québec alors que vous êtes un ministre fédéral, mais ma question, elle est plus globale. Est-ce qu'au Canada, que ce soit au niveau du Code fédéral du travail ou des codes un peu partout sur le territoire, est-ce qu'on n'est pas open for business, comme on dit en bon français? Moi, je vous dirais que peu importe dans quelle province que c'est arrivé, il s'avère que c'est arrivé au Québec. On s'est donné ces outils-là, on a fait ce choix-là dans le Code du travail du Québec. Ça peut être le Code du travail de l'Ontario, de la Saskatchewan aussi. On doit permettre aux gens, s'ils le souhaitent, de se syndiquer. Et que Amazon, qui est aux prises avec ces situations-là, je pense à New York et peut-être même en Europe, oui. Amazon essaie de casser ça. Et au Canada, nous avons une économie qui donne des droits aux travailleurs, qui donne des salaires relativement élevés aux travailleurs. Je ne pense pas qu'on veuille revenir là-dessus. Et que Amazon fasse fi de ces mesures-là, de ces libellés-là dans la loi, me déplaît beaucoup. Je pense que les gens doivent prendre acte de ce qu'ils viennent de faire, doivent faire leur choix en tant que consommateurs. Mais il en va aussi. Les géants du web, on le voit à tous les jours, essaient d'imposer leur volonté sur l'ensemble des marchés dans lesquels ils opèrent. Et nous avons, exemple, une taxe sur les services digitaux. Les États-Unis n'aiment pas ça. Mais à un moment donné, un pays doit se tenir debout, ou une province doit se tenir debout pour dire, écoutez, si vous voulez évoluer, exploiter notre marché, nous avons des règles du jeu. Des règles qui soutiennent nos travailleurs, des règles qui soutiennent notre environnement, des règles qui soutiennent nos réseaux d'information. Et le Canada se doit, je pense, de continuer à tenir son bout et travailler de concert avec des pays qui pensent comme nous pour justement faire en sorte que le monde n'évolue pas où ce qu'on a des oligarques, où qu'ils soient, qui exploitent des marchés et fassent tout à leur volonté. Donc, moi, je suis de ceux qui croient qu'il faut agir et il faut tenir, faut pas baisser nos standards pour justement permettre à ces gens-là d'opérer chez nous. Je veux juste rapidement rebondir un peu sur la question de Salim parce que vous avez quand même un rôle intéressant. Vous êtes non seulement le ministre de l'Emploi, mais vous êtes aussi responsable du développement de la main-d'œuvre. Oui. Et là, on tombe un peu dans une situation où un ministre dans vos souliers aimerait beaucoup avoir des entreprises comme ça pour développer ces sièges-là, les postes de travail, etc. Mais en même temps, il y a un problème dont on vient de décrire. Vous vous situez comment entre ces deux réalités-là? C'est sûr que je suis un développeur économique. Moi, je veux autant développer pour mon économie à Gatineau, pour l'ensemble du pays. Évidemment, je veux qu'on continue à innover, qu'on fasse croître nos propres entreprises,
qu'on investisse dans des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes, et qu'on fasse en sorte que nos enfants puissent mener une vie aussi prospère que la nôtre. Ceci dit, nous avons un enjeu démographique. On a un grand débat au Québec côté énergie. Hein? Où est-ce qu'on va... ou à qui on va donner des contrats en électricité. Donc, on a le luxe un peu de choisir. C'est un problème, mais quand même un bon problème à avoir. Et on va développer notre marché énergétique. Il en va aussi pour notre main-d'œuvre. Nous avons à peu près 1,1 million de chômeurs au Canada, mais nous avons quand même 500 000 postes vacants. Donc, on a des gens sans travail et on a des postes sans gens. C'est ça. Et on doit mieux arrimer. Donc, le développement, pour moi, le développement de la main-d'œuvre, c'est former dans les 1,1 million de personnes pour qu'ils soient capables de prendre ces 500 000 postes-là. Là, on est à 600 000 et oui, il faut encore soutenir et supporter ces 600 000 personnes-là, mais c'est là que vient la nécessité de développer nos industries, d'innover, de faire croître nos entreprises. Donc, pour moi, c'est un mélange, mais on ne va pas, encore une fois, sacrifier nos standards à la baisse. On ne va pas faire en sorte que le Canada devienne un pays où on peut venir exploiter notre main-d'œuvre. On va croître avec le savoir, les métiers de la construction, avec des gens qui innovent. Et c'est ça un peu ma vision aussi, là. On peut maintenir un standard de vie, on peut maintenir nos standards, nos normes et réussir dans ce monde-ci. Alors, je décode un petit peu dans ce que vous dites, qu'il y a évidemment des besoins de ce qu'on appelle en bon anglais du upskilling et du reskilling, oui. Donc du rehaussement de la main-d'œuvre et aussi de la requalification. Parce qu'effectivement, vous n'en avez pas parlé, mais j'imagine que vous faites aussi référence à tout ce qui peut être intelligence artificielle qui vont remplacer certains emplois, hein, c'est les machines et l'intelligence artificielle. Mais là, ça, comment on fait? Parce que quand on s'appelle le gouvernement, à un moment donné, le gouvernement, il y a bien des choses qu'il peut faire, mais il peut créer un environnement favorable à ça. Mais c'est-à-dire que c'est aussi la responsabilité du secteur privé. C'est aussi un peu la responsabilité des provinces, notamment à travers l'éducation. Oui. Comment est-ce qu'on fait travailler tout le monde ensemble? Parce que ça, c'est très compliqué, ça. Tout à fait. C'est loin d'être acquis en passant que l'IA va nécessairement éliminer beaucoup d'emplois. Ça se peut. Ça se peut qu'il y a des champs d'activité qui soient plus affectés que d'autres. Mais moi, je ne le prends pas comme une idée reçue que nous allons perdre dans le sens d'une perte nette d'emploi. Pas du jour au lendemain, en tout cas. Pas du jour au lendemain. Et la robotisation, l'automatisation dans nos industries, parfois, amène une meilleure productivité. Donc, le produit ou le service devient plus alléchant. Et donc, l'entreprise croît ou l'industrie croît. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Amener de la productivité au sein de notre économie. M. Legault en parle, nous en parlons, tout le monde en parle. On a besoin de produire plus de richesse par investissement ou par heure de travail. Ça, c'est clair. Ça, tout le monde devient plus riche. Mais il y a aussi quelque chose qui est perdu, je trouve, et j'insiste là-dessus, dans la tournée que je fais à peu près partout au Canada. On a perdu la notion de vouloir encourager les gens d'entreprendre ou de se faire former dans les métiers spécialisés. Moi, je me rappelle, jeune, on avait cette piste-là. Comme à la 8e, 9e année de l'école, on pouvait opter d'aller dans les métiers de la construction. Là, à un moment donné, on s'est dit comme société, si vous n'avez pas un diplôme universitaire, là, vous êtes un échec, carrément. Et ça a affecté, en passant, beaucoup plus de garçons que de filles. Et je pense que les enjeux que nous éprouvons aujourd'hui avec les gars,
avec les mâles, peuvent s'expliquer en partie là-dedans. Moi, je pense qu'on doit ramener ça. Je ne suis pas le ministre de l'Éducation du Québec ni d'une autre province, mais je pense qu'il faut songer sérieusement à ramener cette possibilité, cette piste-là, pour certaines personnes, pour les personnes que ça peut intéresser. Et là, pourquoi aussi comme société? Parce qu'on doit bâtir. Là, aujourd'hui, on annonce le TGV. Ah ben on a vu ça. De Québec à Toronto. Un énorme chantier. Mais nous avons aussi le chantier d'Hydro-Québec. Nous avons le chantier du réseau énergétique tout court. Ça prend des travailleurs. Ça va prendre des travailleurs. Ça va prendre de la construction. Moi, j'ai un pont à faire réaliser entre Gatineau et Ottawa. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux. On a une crise de logement. Ça prend des gens spécialisés dans les métiers. Et ça prend des gens non traditionnels aussi, des jeunes filles, des autochtones, des gens de la diversité, des gens qui peuvent venir nous aider. Et aussi, ça va prendre des immigrants pour nous aider à faire ça. La bonne nouvelle, c'est que les métiers de la construction, oui, on peut les certifier au Canada, mais sont facilement certifiables lorsqu'ils viennent de d'autres pays, de d'autres marchés. Mais j'insiste beaucoup qu'on doit ramener les lettres de noblesse. Et c'est la fierté que nous éprouvons quand on voit quelque chose qui crée quelque chose avec ses mains. Je vais vous dire une affaire, puis ça va faire d'ailleurs la transition vers un peu la situation politique à Ottawa. Je vous entends parler, puis là, j'avais pas l'intention aujourd'hui nécessairement de jeter des fleurs, mais j'aime ça, j'aime entendre ça. Parce que, je vais vous dire pourquoi, puis c'est vraiment pas pour vous faire plaisir, mais c'est parce que j'ai comme un peu le sentiment que depuis 2015, donc ça va faire 10 ans, on a tout entendu, puis pas nécessairement de mauvaises choses, hein, mais on n'a jamais entendu, ou pas assez en tout cas, de discours à saveur économique intéressant et, comment dire, qui répond clairement à ce dont... Regardez, je suis désolé, je sais, hein, vous êtes élu depuis 2015, puis vous faites partie indirectement de ce gouvernement depuis 2015, mais c'est rafraîchissant d'entendre parler d'économie. On avait l'impression que les Rouges parlaient plus d'économie. Ouais, moi, j'en parle. À part être dans le rouge budgétaire, mais c'est ça. Alors, moi, ça me fait du bien d'entendre ça, je vous le dis franchement. Moi, j'en parle depuis 2015 et on est un groupe important au sein de ma formation politique, le PLC, à vouloir plus d'innovation, plus de construction, plus d'investissement en matière de développement économique. Et le Canada va dépendre de ces choses-là. Et là, on s'aperçoit, la course à la chefferie, entre autres, que nous faisons ce pivot-là. On doit maintenant se pencher sur notre économie et les fondements de notre économie. On est un grand pays. M. Trump nous force à faire ça, oui, mais même avant M. Trump, on se devait de créer des meilleures chaînes d'approvisionnement. Et je reprends le discours lorsque je parlais des chemins de fer. C'est intégral. Donc, on doit développer ces canaux-là. On doit développer notre marché énergétique. On doit créer des infrastructures comme des TGV parce que le Canada, pour réussir dans les décennies à venir, va devoir dépendre de nouvelles technologies, de nouvelles infrastructures renouvelées. On le sent. Tout le monde le voit. On va à nos hôpitaux, nos écoles, on conduit sur nos routes. Ça a besoin d'amour. Et c'est ça l'épine dorsale d'une économie. Et je suis persuadé que nous allons faire ce virage-là vers la construction, vers bâtir le Canada, bâtir aussi pour créer de nouveaux marchés en Asie, en Europe. On ne pourra plus dépendre autant des États-Unis. Donc, le Canada, moi, je suis un éternel optimiste, pas pour dire que je suis un éternel optimiste. Le Canada a tout ce qu'il faut pour réussir. On a les gens, on a le savoir, on a l'argent, on a des fonds de pension, le CDPQ, fonds de pension. On a dans les meilleurs fonds de pension des meilleurs investisseurs au monde. Donc, on a juste à regrouper tout ça, faire le bilan, et le Canada va être le pays du 21e siècle.
Je veux faire le pont un peu dans l'actualité politique. Salim a bien fait de commencer ça. Vous avez parlé aussi de la course au leadership. Avant de se rendre là-bas, vous avez milité quand même longtemps au sein du Parti libéral du Canada. Vous en avez vu des hauts et des bas. Ça, on ne retournera pas en arrière, là, mais je veux parler spécifiquement de ce qui est arrivé juste avant les fêtes. La démission de la ministre des Finances, la pression sur le premier ministre, son annonce de démission littéralement minuit moins 5. C'est une année électorale, c'est un gouvernement minoritaire. Il y a la question de fragilité, évidemment, concernant l'appui que vous avez au Parlement. Donald Trump qui arrive avec des menaces. Tout semble arriver dans un même moment. Et le chef de notre gouvernement décide... Je peux plus rien faire. On lance une campagne au leadership. Ça va prendre du temps. Encore du stress au parti. Comment est-ce qu'on va faire ça le plus rapidement possible? Vous, de votre côté, avant de parler de la course puis tout ça, vous êtes ministre et vous voyez tout cela arriver. Qu'est-ce que vous pensez? Je veux rentrer un peu dans votre tête. Comment vous voyez tout ça? Ben d'abord, on a un sens de responsabilité. On se lève chaque jour, on met nos souliers et on va au travail. Moi, j'ai un job à faire. On en a parlé un peu. J'ai continué à faire mon travail. Mais c'est sûr que l'équipe est ébranlée. C'était un effet de choc le matin de l'énoncé fiscal. D'autant plus que l'énoncé fiscal annonçait mon pont, un projet que je prisais et je revendiquais depuis longtemps. Donc, c'était peut-être la pire journée de l'histoire pour annoncer une telle affaire. Madame Freeland, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Et j'ai l'impression qu'elle est arrivée à un point où elle ne pouvait plus tolérer, je ne fais pas d'édito là-dessus, mais elle ne pouvait plus tolérer les décisions qu'on lui a demandé de porter. Et je respecte ça. Je respecte son choix. Il y a des gens qui ne respectent pas la façon dont elle a annoncé ou elle a claqué la porte. Ça aussi. Moi, j'ai vécu M. Martin qui quittait le cabinet de M. Chrétien. Je me rappelle de ça comme si c'était hier aussi. Des tensions ministre des Finances, premier ministre, ça existe. C'est même une bonne chose, à la limite, qu'il y ait une tension créative entre le ministre des Finances et le premier ministre. Mais dans le cas ici, ça a évidemment fait en sorte que nous vivons une situation de choix de chef que nous composons avec les menaces Trump. Nous avons une prorogation. Je trouve que ça va bien. D'ailleurs, le gouvernement est tissé serré. Moi, je travaille, je parle. Je viens d'accrocher avec un collègue du cabinet. Je dois parler avec un autre. Les choses roulent assez bien. Mais il est certain que dans un contexte de leadership, tout le monde regarde ça aussi, qui se passe en parallèle, et se demande quelle en sera l'issue. Moi, j'appuie M. Carney, comme vous savez. Moi, je trouve que son discours s'arrime avec ce que je viens de vous dire sur l'avenir du pays, et sa priorité sera l'économie du pays. Et si ça prenait tout ça pour faire ce virage-là, tant mieux, et on va l'offrir aux Canadiens, et on espère qu'ils vont opter pour le Parti libéral du Canada dans une toute nouvelle mouture aux prochaines élections. Est-ce que, tu sais, avec le recul, c'est sûr que c'est une question hypothétique, on ne peut pas savoir, là, mais on regarde les choses, comment elles se sont développées aujourd'hui. Avec le recul, est-ce que vous auriez espéré peut-être que le premier ministre prenne sa décision un peu plus tôt pour ne pas mettre le parti dans tout ce trouble-là, dans tout ce malaise, je dirais même? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop tôt, je pense, pour faire l'analyse complète de Justin Trudeau et ses 9 ans et quelques au pouvoir. Pour aujourd'hui, moi, je pense que c'est approprié d'insister sur ses bons coups, et il y en a eu beaucoup. On n'a qu'à penser aux garderies. Au Québec, on connaît ça. Mais dans le reste du pays, non. Qu'on ait un programme national inspiré, soit dit en passant, au Québec, par le Québec, qu'on ait passé la pandémie, qu'on ait une prestation pour les enfants, qu'on traite nos aînés avec respect,
qu'on ait bâti une certaine capacité qui a été perdue au sein de la fonction publique. Tout le monde critique les fonctionnaires, mais on avait perdu beaucoup de capacité au niveau de l'État fédéral. Donc, Justin Trudeau est le responsable de tout ça. Et pendant tout ce temps-là, à peu près, pandémie à part, nous avons connu une croissance. On n'a pas connu une récession sérieuse, à tout le moins. On a connu des exploits avec les provinces. Les provinces nous critiquent, mais ils ont profité allègrement, là, grassement de collaboration, je dis bien la collaboration avec le gouvernement du Canada. Donc, Justin Trudeau était l'homme de son époque. Mais je pense aussi, force est de constater que toutes les époques connaissent un point tournant. Les Canadiens nous montraient une insatisfaction avec le dernier bout de cette époque-là. Donc, qu'il ait pris cette décision-là, je pense que c'était de mise. Est-ce qu'il aurait dû la prendre avant? Peut-être. Peut-être l'an dernier. Peut-être il y a 18 mois. Mais il avait aussi, et une des choses qui le distingue, et je vais finir là-dessus, c'est qu'il a une confiance en lui incroyable, inébranlable. Et le Canada a profité de cette confiance en soi. Une confiance qui lui a servi par moments, qui l'a desservi à d'autres moments, mais grosso modo, la manière dont vous brossez le portrait, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels, moi personnellement, de manière éditoriale, je suis plutôt d'accord. D'autres, quelques nuances près quand même, mais c'est pas grave. Mais il y a quelque chose de très intéressant que vous dites, vous qui êtes à la fois ministre, mais aussi un élu du Québec. Comment je vais vous dire ça? Vous avez parlé que les provinces, pas juste le Québec, mais les provinces ont profité grassement de la présence du gouvernement fédéral. Oui. Puis quand les provinces recevaient ces milliards de dollars-là, elles ne se plaignaient pas. Au contraire, elles étaient plutôt contentes parce que ça venait, généralement, si ce n'était pas pour équilibrer leur budget, rarement, mais ça leur permettait d'avoir un budget moins élevé, pendant qu'au fédéral, on creusait des déficits records. Est-ce que vous ne pensez pas que ça n'a pas été... En fait, ça a été finalement contre-productif pour le gouvernement fédéral. Puis je m'explique. Au gouvernement du Québec a reçu des dizaines et des dizaines de milliards dans les 10 dernières années. Et puis ceux qui nient ça sont malhonnêtes. Mais ils ne savent pas lire les chiffres. Mais ils ne savent pas lire les chiffres, ils sont malhonnêtes. Puis malhonnêtes jusqu'aux politiques à Québec. Puis s'ils m'écoutent, je le dis, c'est malhonnête. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliards. Vous avez parlé des 6 milliards pour les garderies, oui. Qui était littéralement un chèque sans condition. C'est correct. Je veux dire, c'est pas une critique, au contraire. C'est un champ de compétences provincial. Puis le Québec avait déjà son réseau, puis c'est parfait. Ça a très bien été fait. En logement, des milliards. Logement, c'est une histoire même à part. En infrastructure, des milliards. Monsieur, je me souviens 2021, justement avec le chèque des garderies puis le chèque du logement. Oui. Genre 3 semaines plus tard, M. Legault a invité les Québécois à voter pour les conservateurs. Tout à fait. Sachant que ce serait réduit à 0 le lendemain. Oui. Puis autre chose, tous les grands projets économiques dans lequel le Québec s'est investi, le gouvernement fédéral était derrière. Nordvolt, bon, c'est pas en disant que c'est pas celui le plus sexy en ce moment, mais M. Champagne était là, derrière. Je pense même que c'était la piste du fédéral, parce que le Québec cherchait ce genre de Bécancour aussi. Bécancour, exactement. Est-ce que vous n'avez pas été, au gouvernement fédéral, trop doux? Parce qu'en se disant, ben là, c'est parce que si on n'est pas fin avec la CAQ qui est au pouvoir, les Québécois vont pas être fins avec nous. Est-ce que finalement, le gouvernement fédéral aurait dû se lever pour dire, regardez là, oui, on se mêle pas de vos affaires, mais attendez là, ne nous maltraitez pas en retour, parce que la réalité, c'est que on a été là, on vous a aussi soutenu.
Tout à fait. Et ça, c'est sans parler de la pandémie où on a carrément assumé des dépenses. On donnait des chèques en blanc, 1 milliard pour la santé, au-delà des sommes consacrées aux ententes en santé. Et j'en passe. Le logement, c'est une histoire en soi. De zéro, le fédéral s'était retiré du domaine. OK? Mais soudainement, c'est la faute à Justin Trudeau qu'il y ait une crise du logement à Drummondville ou au Saguenay. Pourquoi? Parce que les villes, les provinces ont négligé cela aussi. Le gouvernement fédéral arrive avec une stratégie nationale du logement et soudainement, c'est l'éveil chez tout le monde, mais la contribution fédérale, soudainement, ne suffit plus, alors que c'était 0 en 2015. Mais les villes ont été prises à court. Les provinces aussi ont été prises à court parce qu'eux aussi négligeaient le domaine du logement, n'ont pas anticipé la démographie et tout. Ça a pris du temps pour que la collaboration s'installe. Mais là, on dépense des dizaines de milliards de dollars en logement et on demande aux provinces et aux villes de faire leur part. Je trouve que ça traîne. Ah, mais c'est pas juste faire leur part. Oui. Il faut rappeler quand même que le logement est de juridiction provinciale. Donc, à la base... Partagé, mais oui, c'est pas un champ de compétences exclusif, en tout cas. Ben, c'est discutable, mais on rentrera pas dans un débat, constitutionnel. Là, mais c'est-à-dire que les provinces considèrent que c'est leur champ de compétences. Donc, si c'est leur champ de compétences, normalement, elles ont de l'argent à mettre dedans. Et l'argent qui vient du fédéral, c'est de l'argent qui vient, en bon latin, on top, qui vient au-dessus. C'est ça. Mais à la limite, je ne veux pas rentrer trop dans les dossiers en particulier. Moi, c'est plutôt le portrait général. Moi, j'ai comme l'impression que, les investissements fédéraux au Québec ont été mal défendu. Je vous le dis sincèrement, c'est comme ça que je le vois. Oui, je pense que j'accepte cette critique. Je pense qu'on n'a pas été assez fort là-dessus. Je pense que le gouvernement du Québec aura toujours la première écoute. C'est correct. C'est le gouvernement de première instance pour la plupart des Québécois. Moi compris d'ailleurs. Oui. Et je respecte ça aussi. Ils sont aussi imputables devant tout ça. Et à un moment donné, ils vont devoir défendre leur bilan en logement, en santé, en éducation et tout. Et moi, je ne suis pas de ceux qui souhaitent envahir les champs de compétences des provinces. Au contraire, je pense que l'imputabilité est nécessaire en politique et les lignes doivent être assez claires. Oui, on peut participer, santé, logement et tout, mais je pense que l'imputabilité a peut-être été un peu déplacée parce qu'on a assumé, justement, le fardeau de bon nombre d'enjeux de société, dont le logement, dont la santé, surtout en pandémie. Et avec ça est venu le blâme, peut-être indu. Je veux rentrer un peu plus dans le politique parce que c'est bien beau le bilan que vous dressez aux gens, des réalisations durant les 9, presque 10 ans maintenant. Mais dans la perception des gens, et ça, il faut donner crédit au parti de l'opposition, on vous a peinturé un peu comme le parti d'incompétent où il n'y a rien qui s'est produit, puis le taux de chômage est élevé, des problèmes en logement, des problèmes d'investissement, plein d'affaires. Puis c'est la job de l'opposition à le faire. Là, ça s'est abouti, comme on a dit, à une crise un peu interne du parti. Le Parlement est fermé. Les conservateurs qui mènent dans les sondages. Là, il y a une course au leadership qui semble avoir redonné un peu le vent dans les voiles. C'est normal, c'est une course au leadership. Il y a toujours une visibilité extra qui est donnée au parti en question. La question, par contre, qui se pose, c'est, bon, c'est bien beau, M. Carney, tout ce qu'il promet, il va recentrer le Parti libéral du Canada. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? La question qui revient souvent, puis nous on parle à beaucoup de gens, c'est mais oui, mais les ministres qui maintenant appuient un candidat ou l'autre, là, ils étaient où les 10 dernières années, les 9 dernières années? Quand M. Carney parle de rééquilibrer le budget en 3 ans,
Monsieur McKinnon, par exemple, qui l'appuie, pourquoi il n'a pas chuchoté quelque chose à l'oreille de Justin Trudeau? C'était son ministre, c'est dans le conseil de ministres. Pourquoi maintenant on se réveille alors que l'élection s'en vient dans quelques semaines, peut-être, on ne sait pas. Ils étaient où ces gens-là? Puis c'est la question qui revient très souvent, puis évidemment, on comprend, on a tous fait de la politique, c'est un peu, ça fait partie de l'usure, ça, tu sais. À la fin, les gens regardent juste le négatif, mais ça fait partie de la game. Et c'est la question que je vous pose. Vous appuyez un candidat dans la course à la chefferie, mais il y a tout ce bagage-là qui traîne un peu dans la perception des gens que vous rencontrez au quotidien. Comment vous affrontez ça? Ben, je pense que parfois des partis politiques réussissent à changer le cap pendant leur mandat au gouvernement, des fois non. Là, on tente de faire ça et c'était nécessaire. J'appuie ce pivot-là. C'est un pivot, d'ailleurs, que je revendique à l'interne beaucoup. On entend souvent la reproche, pourquoi vous n'avez pas critiqué, on ne vous a pas entendu critiquer Mme Freeland ou M. Trudeau ou un autre ministre pour ses gestes. Mais sachez qu'on est d'abord et avant tout une équipe. Et les choix doivent être faits à un moment donné, des fois déchirants, doivent être faits par le chef. M. Trudeau a fait ses choix et il a dû vivre avec aussi, là. Maintenant, on revendique un changement de cap. Je pense que c'est ce que la population souhaite du PLC. Je pense que c'est ce que les gens veulent voir. Des gens, à tout le moins, dans mon comté, souhaitent voir cette emphase sur l'économie et cette priorité-là accordée à l'économie. Et c'est ce que je pense, ce qui va ressortir du congrès ou de la course à la chefferie. En même temps, le Parti libéral ne change pas certains éléments fondamentaux. Et là, j'insiste là-dessus. Pourquoi moi, je suis libéral? Moi, je veux protéger nos institutions. D'abord, démocratiques. Je suis un démocrate. Je veux protéger notre institution fédérale. C'est une institution rassembleuse qui tisse un grand pays ensemble et qui a les outils pour faire ça. Je suis un fédéraliste. Je suis de ceux qui croient que le Québec, manifestement, est meilleur économiquement, socialement, même linguistiquement, à l'intérieur du Canada. Et ça ne changera pas. Et tant et aussi longtemps que moi, je serai au Parti libéral, ce sont ces trois choses-là que je vais défendre d'abord. Maintenant, idéologiquement, je suis plus au centre. Je suis un gars de l'économie. Je suis quelqu'un qui croit à la croissance, qui croit au potentiel du Canada et du Québec. Et c'est ce que je défends depuis le début. Je n'ai pas un remords là-dessus. Est-ce que c'était l'époque de cette grande priorité-là? Non. C'était l'époque de d'autres choses, notamment une pandémie. On ne l'a pas planifiée, mais aussi une époque où on se devait de se donner des outils sociaux et autres pour unir le pays. Maintenant, on est revenu, la pendule est revenue. C'est normal, ça arrive à l'économie et à un devoir de créer de la croissance au Canada. Et moi, je suis très partant pour ça. Alors, de toute façon, ça, on commence à le sentir de plus en plus, effectivement, avec le départ annoncé de M. Trudeau, avec la course à la direction du Parti libéral du Canada. Même Mme Freeland, qui était vice-première ministre et ministre des Finances, tout d'un coup, la taxe sur le carbone pour laquelle elle a déchiré ses chemises, elle a décidé que finalement, elle allait la scraper. Le gain en capital qui était, honnêtement, je m'excuse, là, je sais que c'était sous votre gouvernement, mais c'était une aberration. Elle est en train de revenir là-dessus. Vous allez me dire, M. Carney a les mêmes positions sur ces deux éléments-là, mais au moins, lui, il les a pas mis en place. Ça c'est un avantage qu'il a à ce niveau-là. Là. Je peux vous le dire. Puis moi, au niveau fédéral, je me suis toujours senti un peu un orphelin. Quelque part entre un Blue Liberal et un Red Tory qui ne servaient pas au... Puis honnêtement... Vous êtes nombreux. Trop nombreux. Oui. Excusez. On est trop nombreux. Au Canada, on est trop nombreux. Et c'est ça le problème, parce que beaucoup de misère
à donner sa confiance au bleu, beaucoup de misère à donner la confiance aux rouges qui sont passés quasiment à l'orange. Donc, vous comprenez que c'est sûr que quand on parle de recentrage, j'espère que ça va se passer pour vrai, mais quand on parle de recentrage, il y a de l'appétit pour ça. Là. Il y a de l'appétit, je vous le dis. Et il y a toujours eu de l'appétit au Parti libéral du Canada pour un recentrage ou pour être un positionnement au centre, surtout sur les enjeux économiques. Rappelons-nous, ça fait pas très longtemps, M. Martin a redressé les finances de l'État. Et c'est ce qui a permis à M. Harper de passer à travers la crise financière de 2008-2009. C'est ce qui nous a permis de passer à travers la pandémie. Cette flexibilité financière, cet espace fiscal que le Parti libéral du Canada, M. Chrétien, M. Martin, ont pu créer, ont donné 2 décennies de prospérité, voire même d'assurance et de protection à notre pays. C'est le temps encore. Il est rendu encore le temps de se donner ces assurances-là, cette protection-là, cet espace-là. Alors justement, parlons-en, parce que ça, je pense que c'est un élément qui est très important, qui tient beaucoup à George et moi d'ailleurs, on en parle très souvent. Leur budget. Alors forcément, là, on veut avoir les leviers, vous l'avez très bien expliqué, avec la période d'assainissement des finances publiques sous M. Martin. M. Carney veut équilibrer le budget en 3 ans. Moi, je peux vous dire, je suis quelqu'un qui est favorable à des budgets équilibrés. Le budget des opérations. Ah, justement. Alors, on s'en vient là, puis ça, c'est intéressant. Les budgets des opérations. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être un budget réellement équilibré, mais en tout cas, au niveau des opérations, ça va l'être. Bon, c'est déjà un premier pas, hein, parce que c'était loin de ce qu'on a vu dans les dernières années. Comment je vais vous dire ça? Comment on fait pour équilibrer un budget, sans couper, ça c'est sûr, et en plus, M. Carney, puis je suis favorable à ça aussi, il veut investir dans le militaire, parce que ça n'a aucun bon sens qu'on soit à 1,25 ou je ne sais pas quoi de notre PIB quand nos alliés nous attendent à 2 puis que les Américains veulent carrément qu'on passe à 5. donc, on a un gros retard. Là, il a dit qu'il allait faire passer ça de 2033, ce qui était prévu, je pense, par le gouvernement de M. Trudeau, veut le faire passer à 2030 si lui devenait premier ministre. J'appuie ça parce que c'est nécessaire, la défense. Mais il reste que mathématiquement, il faut que ça puisse se tenir. Hein. À un moment donné, comment est-ce qu'on fait si on coupe nulle part, mais en plus, on a des investissements militaires en plus? Parlons des forces militaires d'abord. Moi aussi, j'y crois. Et le Canada se devra de se donner les moyens pour assurer sa propre souveraineté et sécurité. Et les achats, on devra diversifier nos fournisseurs aussi, si vous me suivez. Mais les achats militaires peuvent aussi créer de la richesse. Je sais que c'est du recyclage d'argent dans l'économie, mais des dépenses, on peut faire des dépenses comme logement sur les bases militaires, les garderies sur les bases militaires. On a beaucoup de rénovation à faire au niveau de nos forces. On n'a pas atteint nos cibles de recrutement. Donc, pour avoir des effectifs, ça aussi, c'est un enjeu important. Et n'oublions pas pour complètement perdre de vue, que le gouvernement de M. Trudeau a augmenté. M. Harper, c'était à moins d'1% de notre PIB. Là, on est rendu avec un cible d'à peu près 1,75%. Avec les sous-marins, on peut facilement dépasser le 2%. Et c'est déjà dans les prévisions fiscales. Donc, je pense que c'est atteignable à court terme. Mais pour ce qui est du budget, il y a 2 colonnes. Il y a les revenus. Il faut augmenter les revenus sans augmenter les impôts. J'insiste, sans augmenter les impôts. Donc, comment on augmente les revenus? La croissance économique. Plus de gens au travail qui font un travail de plus grande valeur, plus d'investissement, plus d'industrie, plus d'innovation. On peut faire augmenter la tarte. Côté dépenses, moi, j'aime être transparent avec les gens.
on ne peut pas tout avoir. On devra faire des choix. Les choix, et le Parti libéral a toujours bien réussi en expliquant quels étaient les choix devant les élus, devant leur gouvernement. Moi, je ne suis pas ici parce que je n'ai pas les chiffres avec moi et je n'ai pas la possibilité de vous dire, bon, dans quelle colonne, mais il est certain qu'on doit assainir les dépenses sans avoir d'impact dans la vie quotidienne. Les soins de santé, exemple, on ne peut pas couper dans les soins de santé. On ne peut pas couper dans les services de garde. Ça génère, ça donne une assurance, un fonds à notre économie, une confiance. Donc, ce sont des choix assez fondamentaux. Mais le gouvernement du Canada devra faire des choix. C'est certain. C'est farfelu prétendre le contraire. Et on est à l'époque où, comme société, on devra nous asseoir, faire des choix ensemble de qu'est-ce qui est important pour nous, comment on peut réussir à l'avenir, comment on crée de la richesse et comment on assure une prospérité à nos enfants, nos petits-enfants, la même que nous avons connue. Vous avez parlé tantôt de la création de nouveaux marchés, de recherche de nouveaux fournisseurs, etc. On voit évidemment que vous faites allusion à la crise, pas une crise, à la situation qui se passe en ce moment au sud de la frontière avec la nouvelle administration de Donald Trump qui nous a rallumé un peu, ça a allumé les lumières un peu chez nous à peut-être essayer de trouver d'autres façons différentes. On a toujours sélectionné l'avenue la plus facile. C'est là, c'est les voisins. Oui. Il y a juste une ligne imaginaire, on la traverse, puis on fait affaire avec eux. Bon, les choses ont... c'est normal. Mais oui, absolument, c'est normal. Sauf que maintenant, il semble tout avoir basculé, le nouveau président. Comment vous voyez ça? Parce que en plus de, comme on a dit tantôt, en plus de tout ce qui se passe à l'interne, on a aussi, je peux le dire, les attaques de notre plus proche allié qui semble, il est revenu en politique puis il bouscule à peu près tout le monde pour faire les choses à sa manière. Bon, c'est la façon Trump, on peut pas vraiment l'ignorer non plus, c'est les États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que le Canada va de l'avant à partir de maintenant pour s'assurer, qu'on a tout ce qu'il faut pour survivre potentiellement des tarifs énormes qui risquent d'arriver. On ne sait pas toujours, c'est un grand point d'interrogation. Mais en même temps, de développer ces nouveaux marchés et créer des nouvelles relations, par exemple, avec d'autres fournisseurs ailleurs. Comment est-ce qu'on entreprend ça? Et n'oublions pas que ça doit être fait quand même assez rapidement parce qu'on n'a pas le luxe maintenant de prendre le temps. On ne sait pas. Il y a une incertitude qui plane un peu dans l'air. Il y a des chantiers à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais je vous rappelle qu'en 1867, lorsque les mêmes pressions se faisaient sentir du sud de notre frontière, on a fait quoi? On a construit un chemin de fer d'est en ouest. On est à la même place. Donc, on a plusieurs grands chantiers, c'est excitant. Oui, on doit faire la rénovation interne. Les barrières commerciales entre les provinces, ça, il faut que ça tombe. La mobilité de la main-d'œuvre, la certification des métiers, des professionnels dans chacune des provinces et des territoires, ça, il faut que ça change, c'est clair. On n'a plus se donner le luxe de protéger l'île du Prince-Édouard puis la Saskatchewan ainsi. Donc, ça, c'est un grand chantier. Un grand chantier, je vous en ai parlé, de la construction d'infrastructures. Un autre grand chantier. Le chantier du développement de nouveaux marchés. On est le seul pays du G7 avec une entente de libre-échange avec l'ensemble des autres pays du G7. En plus de toute l'Europe, en plus de ex-Chine, la plupart de l'Asie. Donc, c'est magnifique. Ça donne des possibilités. Et en plus, on a des diasporas de tous ces pays-là à l'intérieur de nos frontières. Donc, des gens qui ont de la famille, des connaissances, du vécu, qui savent, qui ont le savoir-faire, là, justement, pour nous aider à développer ces marchés-là. Ça, c'est un grand chantier. Avec les États-Unis, notre premier devoir, évidemment, c'est d'éviter les tarifs. Et on explique calmement, et je pense logiquement, à un Américain que si vous payez 25% de plus votre aluminium, vos
navires vont coûter plus cher, vos autos vont coûter plus cher et votre Bud Light va vous coûter plus cher. Il n'y a pas un Américain qui a voté pour ça, là. On explique à nos amis qu'un auto traverse la frontière 6 à 8 fois pour être construite. Puis ça, peut-être même 2 frontières, Mexique et le Canada. Et je pense que le PDG de Ford, vous l'avez vu, des tarifs de 25 %, ce serait une atteinte presque existentielle aux manufacturiers d'automobiles en Amérique du Nord. Donc, ça aussi, je pense que les Américains sont des gens intelligents. Ils vont prendre la mesure de ça. L'acier, même chose. On a de l'acier vert aussi au Canada qui est en devenir. Le monde veut notre acier. Est-ce qu'on doit le vendre aux États-Unis? Non. Dofasco, à Hamilton, ils vendent 65 % de leur acier au Canada. Et je pense qu'avoir une industrie d'acier est essentiel pour tout pays qui se respecte, mais peut-être que d'autres pays vont vouloir notre acier vert. Donc, tout ça pour dire que on a un grand chantier avec les États-Unis. Je comprends que ça peut inquiéter les gens, mais sachez que c'est une négociation, tout ça. Alors, de toute façon, on a bientôt terminé, mais c'est un élément très important. Ça sera ma dernière intervention sur la question. Vous avez raison. On est le seul pays du G7 à avoir des accords de commerce et de libre-échange avec les autres pays du G7. Et notamment donc, avec l'Union européenne, le CETA, ça a été négocié depuis M. Harper, mais ça a été signé sous M. Trudeau. J'ai envie de vous dire, on dirait que c'est très théorique et pas très pratico-pratique parce qu'on s'était ouvert ce marché-là de 500 millions de personnes, le marché le plus riche du monde, en se disant, on va pouvoir exporter nos PME partout au Canada, vont être en mesure d'exporter leurs produits en Europe. Sauf que, effectivement, pour des questions géographiques et de proximité, c'est beaucoup plus facile de regarder vers le sud que de regarder vers l'est. Pire encore, on n'est même pas capable de voir, quand on est au Québec, de voir le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, l'Ontario. Alors, vous imaginez la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Alors, comment le gouvernement fédéral peut stimuler, parce que le gouvernement fédéral ne peut pas tout faire. Le gouvernement, point, ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais le gouvernement est là pour créer des environnements favorables à ce business-là, à cette économie-là. Puis oui, on l'a signé, cet accord avec les Européens, mais on n'en profite pas. Par contre, les compagnies européennes qui doivent, elles, répondre à des appels d'offres municipaux, provinciaux, fédéraux, elles sont là. Le REM qui ne fonctionne pas là, ici, là, c'est Alstom. J'ai rien contre eux en passant. J'aime beaucoup la compagnie, puis je connais quelques personnes là. Mais c'est juste que, voilà, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut en profiter? Parce que c'est bien beau d'avoir l'accès, mais si on ne rentre pas, on n'y est pas. Effectivement, et c'est un travail de longue haleine. Il y a un potentiel inexploité en Europe comme en Asie, que le Canada devra se décider d'exploiter à son plein potentiel. Oui, il y a un océan Pacifique et Atlantique qui nous sépare de ces marchés-là, mais si notre meilleur ami, notre meilleur allié va être imprévisible, on va aller chercher d'autres amis et d'autres alliés. On a déjà des relations qui existent avec le Japon, la Corée, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, bien entendu, et ce sont des marchés qui s'ouvrent à nous parce qu'eux aussi ont des enjeux avec les États-Unis, ont des liens de confiance qui sont brisés ou qui sont en train de se briser. Donc, je pense que le monde occidental, le monde asiatique, va se décider justement de créer cette alliance-là. Et ce sera une alliance tout court, mais une alliance économique. Et le Canada va être là. Peut-être une dernière question. On sait qu'il y a une élection qui s'en vient. Là, en ce moment, il y a une course au leadership, donc c'est normal. Vous parlez beaucoup plus avec des amis libéraux un peu partout au pays.
mais bientôt, il va falloir que vous parliez au reste de la population, au reste des électeurs dans une élection générale. J'ai jamais arrêté. Non, c'est ça. Non, je dis pas ça, sauf qu'avec tout ce qu'on vient de dire et l'insatisfaction qui a existé quand même pendant plusieurs mois, juste un peu nous donner votre vision, comment vous voyez ça. C'était quand même un défi important d'aller revoir les Canadiens, leur dire, écoutez, donnez-nous encore une chance, on n'a plus le même leader, voici ce qu'on veut faire, sachant que les gens sont pas mal frustrés selon les sondages qu'on regarde. Je sais que les gens ont été insatisfaits. Une des choses qu'on va aborder avec les Canadiens, ça va être comparez-nous pas à la perfection, comparez-nous à l'adversaire. Et je pense que là où on se compare avec un nouveau chef, avec ce pivot-là dont je vous ai parlé, avec une équipe qui est soudée, une équipe rodée et une vision optimiste. Moi, je pense que les palmes vont souvent aux optimistes. Nous sommes pleins de gens qui croient au Canada, qui croient à son potentiel, qui croient au Québec, au sein du Canada. Et on va véhiculer cette vision-là. Le Parti libéral n'est rien s'il n'est pas optimiste. Je trouve, et évidemment, il s'agit d'un commentaire partisan, que la pertinence du discours du Bloc dans une élection fédérale, on va scinder le pays à l'aube d'une époque Trump, laissant le Québec vulnérable, tout nu, devant le monde entier, je trouve ça déplacé. Je trouve que la vision de M. Poilievre au Québec ne passe pas, ou passe peu, parce que lui, il a une vision fondamentalement négative du Canada. Il se plaint des institutions dont on s'est doté, il se plaint des programmes qu'on s'est donnés, il se plaint de l'équité qu'on essaie de créer au Canada. Je pense qu'à la longue, cette vision-là va être défaite. J'ai confiance, je fais confiance aux électeurs, ils vont savoir faire la part des choses. Et oui, j'avoue qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, le gouvernement et les Canadiens, au cours des dernières années. Mais là, on a de nouvelles menaces, on est à une nouvelle époque, on doit se donner des nouvelles solutions. Et je trouve que le Parti libéral est en train de faire ça d'une très belle façon. La nécessité, c'est la mère de l'invention. Et oui, c'est nécessaire qu'on s'adapte, mais on est en train de s'adapter, je pense, de façon très, très convenable pour la majorité des gens. Un message optimiste pour terminer l'épisode d'aujourd'hui. Salim? Ben écoutez, M. McKinnon, Monsieur le ministre, merci d'être venu vous prêter au jeu. C'était bien agréable comme échange. J'espère que vous avez aimé ça. Beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. Bonne chance pour le pays aussi, parce qu'on vit des moments un peu inquiétants. Là, donc voilà. Puis peut-être que vous allez revenir nous voir à un moment donné. Je l'espère et merci de faire ce podcast. Je trouve ça fantastique. Et sur l'échiquier politique du Québec, vous avez trouvé votre niche et ça permet aux gens de mieux s'expliquer. Donc, merci. Merci. Merci à vous. On est chanceux, évidemment, et on est chanceux, évidemment, de recevoir des gens de partout, fédéral, provincial. Donc, on est choyés. Merci beaucoup, tout le monde. On vous voit tous au prochain épisode. Ciao!